Ferdinand Barbet, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous accueillir dans ce qui est peut-être votre deuxième maison, non? Alors oui, ça fait 3 ans que j'y travaille et qu'on n'y dort pas, mais presque, oui. La Comédie de Reims. Alors, est-ce que c'est vrai ce qui est écrit ici, on n'a jamais envie d'être ailleurs? En tout cas, ici, on est aussi ailleurs. C'est ça l'avantage des lieux qui accueillent des spectacles et du théâtre, quoi. C'est que c'est vraiment le lieu où l'esprit s'évade, quoi. Oui, et se questionne. Donc c'est l'ailleurs, bien sûr. La réflexion de l'autre, on disait, un metteur en scène qui m'inspirait beaucoup, qui disait que la métaphore de l'artiste, c'était l'étranger, c'était l'autre. Et on pourrait aussi transposer ça au lieu, à l'institution, quoi. Cet ici est un ailleurs, ouais, pourquoi pas. Alors l'autre, on va en reparler dans très peu de temps, Ouais. parce que c'est un des thèmes que vous creusez au fur et à mesure de vos créations. Avant cela, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance. Vous êtes comédien, metteur en scène, auteur Ouais. et invité artiste associé, metteur en scène associé à la Comédie de Reims depuis donc 3 ans. Création cette année d'une nouvelle pièce que vous avez écrite qui s'appelle Salopard, au pluriel, Oui. et la reprise d'un diptyque. Oui. Alors oui, ça fait charger dit comme ça. Commençons par votre relation au théâtre. Alors, la relation à la Comédie de Reims, en fait, ici... Comment vous, au théâtre, en général, à quel moment vous vous êtes dit mais c'est ça que j'ai envie de faire? Alors moi, c'est assez anecdotique, puisqu'en fait, je vivais en banlieue de Lyon, et je connaissais rien au théâtre, j'étais allé peut-être 1 ou 2 fois avec l'école, c'est tout. Et en fait, moi je traînais avec un copain dans mon quartier, et on faisait du skate, on faisait du vélo, on se promenait, et voilà, et on faisait un peu rien, mais on le faisait ensemble en tout cas. Et ce copain, il s'est mis à faire du théâtre, donc moi je me suis retrouvé à être un peu tout seul dans mon lotissement, dans mon quartier. Et du coup, au bout d'un moment, après en avoir eu un petit peu marre de traîner seul, je l'ai rejoint, j'ai fait du théâtre avec lui pour être avec lui, pour continuer à voir ce que lui, il trouvait bien là-dedans. Puis je suis resté pour ça aussi pendant des années, je voyais pas vraiment l'intérêt. Enfin, en tout cas, je ne voyais pas le théâtre comme une potentielle carrière ou même un futur envisageable professionnel. Et puis finalement, moi j'ai fait une école qui s'appelle l'ERAC, l'École supérieure de Cannes et de Marseille. J'avais fait un conservatoire de Lyon, puis j'avais fait aussi un cours privé qui s'appelait Myriade à Lyon. Donc j'ai fait un parcours de formation assez classique pour les comédiens, puisque c'est un peu ce qu'on appelle les voies toutes tracées, quoi, les grandes écoles. Assez institutionnel finalement. Par contre, j'ai joué quelques années et puis je me suis très vite orienté vers la mise en scène et l'écriture. Vers la mise en scène parce que j'écrivais et j'ai écrit parce que j'ai vu des gens écrire aussi. J'ai tout fait par imitation. Mais finalement on continue à le faire parce que c'est un endroit où on se retrouve soi. On imite mais aussi pour mieux se rencontrer sûrement. Ouais. Et puis voilà, alors 4 ans après avoir fini l'école, j'avais fait quelques spectacles, j'ai fait des festivals de jeunes créations qui semblaient ne mener à rien, qui semblaient te proposer de rencontrer des professionnels et tout, mais jamais rien se passait concrètement. Puis j'ai quand même tenu, j'ai quand même continué à faire des spectacles avec mes propres moyens. Parfois je travaillais en tant qu'acteur pour payer les décors et les défraiements de mes comédiens sur les spectacles que je voulais monter. On répétait dans les bergeries, on répétait dans les salles de réunion, on répétait n'importe où. Et on jouait aussi n'importe où, gratuitement. Et parfois on a l'impression que c'est absurde même. Et puis un jour, Ludovic Lagarde, le directeur de la Comédie, en tout cas le directeur encore jusqu'à la fin de l'année, m'a invité à devenir artiste associé parce que... Bonjour la police. Parce qu'il avait entendu parler du travail. Donc c'était à force de présence sur les plateaux que quelqu'un comme Ludovic Lagarde a fini par me tendre la main. Ouais. C'est important à un moment donné, quand on a une compagnie ou quand on n'a pas de compagnie, qu'on essaie de travailler, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est toujours assez compliqué quand même. Oui, moi ça me ruinait. C'est-à-dire que vraiment tout ce que je gagnais passait là-dedans. Comme certaines personnes claquent tout leur argent pour leur passion, moi c'était un peu ça, sauf que en théorie j'avais fait une école qui aurait dû me permettre d'être payé pour ce que je faisais. À l'époque c'était pas le cas. Aujourd'hui ça l'est. Après c'est un métier où on n'a jamais de sécurité, demain ça peut s'arrêter aussi, mais aujourd'hui ça l'est. Oui, l'importance que des metteurs en scène comme Ludovic Lagarde, d'autres, que des structures comme les centres dramatiques nationaux, comme ici la Comédie de Reims,
permettre justement à de jeunes auteurs, à de jeunes metteurs en scène d'investir les lieux et de travailler dans la durée. Et du coup de créer un collectif, ce qui est le cas du collectif 17 que vous avez créé pour monter vos spectacles. Faut imaginer quand même que dans la vie, en dehors des institutions comme celle-ci, être metteur en scène, ça veut dire quoi? Combien de temps par an on est metteur en scène quand on est metteur en scène professionnel? En fait, très peu. C'est-à-dire que moi, je vais passer 1, 2 ans, peut-être même plus, à maturer un projet, à le préparer, à le penser, à l'écrire, puisque j'écris. Et en fait, l'acte de création, il est ultra court. Mais quand tu travailles avec l'équipe, c'est 2 mois maximum, vraiment maximum. Parfois 2 mois avec les représentations comprises. Et en fait, quelle est l'occasion donnée à nous, artistes de théâtre, de pratiquer la mise en scène? C'est une chance inestimable de pouvoir se questionner, d'être en laboratoire, d'être en recherche, de créer des méthodes de travail ensemble pendant un laps de temps aussi long. J'ai senti mon travail se questionner tellement fort et tellement plus fort que quand je travaillais sans moyens, que c'est une chance absolue. Sur le plateau, dans l'action. Ouais, c'est ça. Ça te donne l'occasion d'abord de rencontrer un public, parce que quand tu joues hors institution, comment tu fais venir un public? Quel est ce public? C'est une vraie question, c'est super compliqué. Ici, il est varié, puisqu'on fait des actions relations publiques, où on sort dans des bars, on sort dans des bibliothèques, on sort dans des maisons de quartier, dans la rue, dans les marchés, jouer en plein air pour rencontrer un maximum de gens, proposer des œuvres exigeantes qui s'adressent à tous. Voilà, déjà, ça c'est une question dans la création assez particulière. Et en même temps, ils nous ont donné aussi la chance de pouvoir préparer des spectacles à l'intérieur du cadre même de l'institution et du théâtre, pour des salles de spectacle, pour des publics amateurs de spectacle. C'est-à-dire que on a vraiment dû ouvrir notre spectre de travail à tous les champs possibles et continuer à en imaginer d'autres, puisque c'est un travail jamais terminé évidemment, mais ouais. Tous les jours, on est sur un terrain différent, tous les jours on s'adresse à une personne différente et on questionne des thématiques différentes. Ouais. Dans votre travail justement, le fait d'être confronté au quotidien, d'être en prise directe avec le quotidien est une chose importante. Même si vous avez l'envie de tirer toujours le quotidien vers l'antique, l'archaïque, ou en tous les cas d'histoires anciennes qui reviennent, comme c'est le cas dans le diptyque que vous allez présenter cette année encore, qui étaient les créations de la saison passée. Les Bacchantes d'après Euripide et Narcisse, qui est un texte que vous avez écrit. Oui, c'est vrai que pour moi, tout mon acte créateur passe vraiment par la connexion aux questions contemporaines, aux problématiques politiques contemporaines. Et c'est vrai qu'en ce moment, depuis 1 an ou 2, j'ai un mouvement qui me traverse, qui est très connecté aussi aux antiques, aux Grecs antiques, aux métamorphoses, aux grandes tragédies de Échille, d'Euripide, bien sûr pour les Bacchantes, Sophocle aussi. Et mon plaisir, ma recherche du moment en tout cas, c'est de voir comment, il y a 2500 ans, on se posait des questions qui ont encore un écho aujourd'hui, et comment 2 sociétés que tout semble séparer s'apportent en fait des éclairages pertinents qui permettent juste d'avoir la distance nécessaire pour ne pas avoir l'impression de caricaturer notre époque, et qui en même temps, parce que j'écris et donc que je m'accapare un petit peu toutes les matières que j'utilise au plateau, me permettent d'inscrire ces réflexions antiques dans le présent. D'ailleurs, le collectif 17, on n'a pas dit pourquoi ça s'appelait collectif 17, mais parce qu'en fait on est arrivé l'année dernière, donc en 2017, c'est Ludovic Lagarde qui avait choisi le nom, et moi il me plaît parce que justement c'était un ici et maintenant. Collectif 17 comme 2017, et ça s'est créé à Reims, quelque chose, moi-même j'avais envie de continuer avec le collectif 17, et en fait de changer son nom tous les ans, de dire que l'année en 2018 on sera de collectif 2018, en 2019 on sera le collectif 19. Ce côté-là d'évoluer vraiment avec son temps, de rester connecté, de respirer le même air que tout le monde, que le théâtre est pas... Parce que je travaille des classiques, mais j'ai pas envie d'être emprisonné là-dedans, j'ai pas envie de faire du théâtre pour ceux qui aiment les classiques. Et voilà, il y a un truc important à se dire, que le théâtre, c'est pas que ces murs-là, c'est aussi n'importe où. On le répète souvent ici, d'ailleurs, là c'est une place, je sais pas si on le voit dans la vidéo, c'est une grande place où il y a beaucoup de gens qui passent. Et moi j'adore répéter ici, gueuler les textes avec les élèves de la comédie aussi. Parfois je donne des stages, on gueule leurs textes d'amour, on gueule n'importe quoi. L'important c'est que d'un coup de créer des regards, de créer des interrogations, de faire entendre des mots qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, et que d'un coup ça crée un intérêt, ça crée juste
un changement dans le regard. Ouais, ouais. On y est souvent là. Ce diptyque, Bacchante, les Bacchantes, Narcisse, la relation à l'autre, à l'étranger et la relation à soi. Eh ben alors, le diptyque est donc les Bacchantes Narcisse. Pour le présenter, je voulais proposer l'expérience au public de sentir ce que ça fait quand quelqu'un arrive dans un territoire. Ce territoire, ça peut être une ville, un État, un pays, avec des frontières très claires, des murs, par exemple, comme on en voit beaucoup s'ériger en ce moment. Et en même temps, ce territoire, ça peut être nous. C'est-à-dire que le corps est un territoire, la peau est une frontière. Les idées aussi sont des frontières, les principes sont des frontières. C'est-à-dire que ce territoire du corps est aussi un territoire de la pensée, mais c'était de proposer dans un diptyque justement cet amalgame des deux choses, quoi. L'étranger qui arrive, politique, avec son peuple, ses religions, ses traditions, dans un pays, dans un État qui, lui, a ses coutumes, a ses mœurs, a envie de protéger ses traditions et ce qu'il est, ce qu'il pense être en tout cas. Et donc comment est-ce que la violence émerge de ça ou est-ce que le dialogue émerge de ça? C'est la question qui est posée. Qu'est-ce qu'on en fait justement? Parce que si l'étranger est là, on peut chercher à le repousser. Toujours est-il qu'il est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche à l'exterminer ou est-ce qu'on cherche à entrer en dialogue, à se faire contaminer? On ne sait pas. En tout cas, on en a peur et en même temps, c'est assez fascinant l'étranger parce que tout ce qu'on ne connaît pas, c'est un petit peu le fantasme indicible, quoi, évidemment. Et puis, dans Narcisse, c'est la réécriture du mythe d'Ovide, où vous savez, la figure de Narcisse, c'est ce jeune homme qui plaît à tout le monde, qui se retrouve dans sa forêt parce que lui, il n'aime personne. Et il s'enferme dans son bosquet, qui a été immaculé, impénétrable jusque dans son corps, jusque dans son fondement. Et puis dans ce bosquet, il y a cette flaque d'eau, il voit dans cette flaque d'eau son image, il en tombe amoureux puisqu'il a été maudit pour avoir refusé l'amour d'une nymphe, il a été maudit à s'aimer lui-même. Et de cette malédiction, de cet amour trop excessif qu'il se voue à lui-même, finit par se noyer dans l'image, mourir d'inanition, il oublie de manger, il oublie de boire, et il en meurt. Et c'est un peu l'idée, et dans Narcisse, ma réécriture, je pose ces personnages, cet adolescent Narcisse, dans un lycée, c'est devenu une fille aujourd'hui, parce que pour moi la question de l'image et comment l'image des gens est utilisée dans la publicité, et puis aussi comment elle est utilisée de manière violente pour forcer peut-être les gens à correspondre à l'image qu'on attendait dans la société, était peut-être encore plus poussée chez les filles. Le corps féminin dans la rue, c'est vrai que c'est quand même peut-être quelque chose de plus problématique encore que celui de l'homme. Voilà. En tous les cas, l'homme prend une place prépondérante dans l'espace public, justement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et l'idée, c'est que cette jeune Narcisse, qui est très sûre d'elle, qui est un modèle pour ses camarades, va se poser les questions de sa sexualité, va rencontrer une personne qui va lui faire peut-être connaître l'amour ou quelque chose qu'elle ne connaît pas, un nouveau sentiment, puisqu'il s'agit d'adolescence, c'est le printemps des sens. Et ses convictions vont être chamboulées. Et à quel point la question, ce qui est étudié, c'est comment ce chamboulement de l'identité peut être une tragédie, peut provoquer des tragédies. Ouais. On va parler de Salopard dans un instant, qui va être la création cette année dans la saison 2018-2019 à la Comédie de Reims. Je reviens juste à ce théâtre et au collectif 17, qui est vraiment un collectif où il y a des comédiens, des graphistes, des auteurs, groupe de musique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que le collectif... Et ces spectacles-là, je ne sais pas si ce sera le cas aussi de Salopard, sont électro-électriques. Ouais. Oui, c'est vrai que le collectif 17, toute l'année, regroupe des acteurs et un metteur en scène, mais en fait, il est élargi pendant les créations à une scénographe, un costumier, un éclairagiste, une régisseuse générale, un ingénieur son et le groupe de musique Potochkin. Potochkin, un groupe qui est absolument à découvrir, qui se sont lancés il y a quelques années et qui commencent à faire un peu parler d'eux, et je leur imagine déjà un bel avenir. Et ils sont avec nous, j'ai la chance de les avoir encore avec moi. Et ils proposent en fait un son qu'on n'entend nulle part ailleurs, qui est basé sur de l'électro, effectivement, qui secoue les murs. Quand on entend ça, on a les boyaux qui vibrent, ça donne envie de se lever, et c'est vraiment... je trouve que c'est un mélange qui au théâtre fait vachement de bien.
ça apporte les basses profondes de l'électro, l'idée que le corps sur son fauteuil pourrait tout à fait être capable de se lever et danser, mais qu'il ne le fait pas, ça reste l'activité de spectateur est d'un coup questionnée très étrangement. Quand on a le corps qui bouge tout seul et qu'on est là à entendre des textes comme on en entendait déjà il y a 2500 ans, c'est assez curieux comme truc. Des choses de la pulsation, du rituel. Oui, moi j'adore ça. Moi j'adore que... La trance. Ouais. C'est bien de parler de trance, de parler de corps et du rituel. C'est vraiment... moi j'adore quand le théâtre... évidemment, c'est une chose... Le théâtre c'est orgueilleux, c'est intellectuel, ça fait travailler la pensée, la parole, le style, tout ça je suis d'accord et finalement j'aime bien. Mais c'est vrai que quand on arrive à toucher aussi aux viscères, à l'aspect instinctif, à l'aspect de la sensation en fait, et pas simplement au plaisir, à la jouissance intellectuelle de trouver beau une pensée, non, quand on est dans quelque chose qu'on ne comprend pas soi-même et que le corps est en train de nous agir et qu'on jouit quoi, parce que c'est quand même ça que... Enfin je sais pas, moi c'est ma quête absolue en tout cas, peut-être que d'autres non, mais oui. Pour moi, le théâtre d'aujourd'hui, en tout cas, ne peut pas se passer du corps, ne peut pas se passer de l'interrogation du corps qui est représenté et de ce qui se passe dans le corps de celui qui observe, qui regarde, qui est là. Parce qu'on dit que le théâtre, oui, c'est très facile, c'est un acteur et un spectateur. Moi, je suis d'accord, il suffit de ça pour faire du théâtre, mais il faut qu'il se passe quelque chose pour les deux et il faut qu'il se passe quelque chose de l'ordre d'une rencontre. On le dit souvent et on oublie parfois ce que ça veut dire. C'est comme on utilise rencontre, on utilise populaire pour dire tout et n'importe quoi. En fait, faut pas mentir, faut être dans l'évidence, faut savoir ce qu'on provoque, faut savoir l'expérience qu'on propose et il faut la proposer pleinement quoi. Je sais pas, quand on parle des bas, quand on parle de rituel, quand on parle de trance bachique et de sentir que les corps sont en jouissance, il faut proposer des vibrations aux gens quoi. Voilà, c'est le minimum des choses. Bon, on va venir et on invite vraiment tout le monde à venir au cours de la saison 2018-2019 ici à la Comédie et quand la pièce on espère sera retournée. Un mot quand même sur Salopard qui sonne presque comme une... on a presque envie de mettre un point d'exclamation. Oui, j'ai hésité à mettre un point d'exclamation. Il est dans le mot. Ouais, c'est vrai. Salopard, c'est marrant. C'est une pièce que j'ai écrite cet été. Elle m'a volé mon été à 40 degrés à l'ombre. Ça valait le coup, je suis content. Et Salopard, l'expérience que je propose, puisque je parlais d'expérience tout à l'heure, c'est l'auscultation d'un corps masculin. C'est-à-dire que c'est comme une porte d'entrée possible pour peut-être commencer à questionner qu'est-ce qui fait qu'un trait, qu'un caractère est masculin. Et je pensais, peut-être que la scénographie ce sera ça d'ailleurs, je pensais, moi sur le bureau de mon médecin généraliste, quand j'étais petit, il se trouve qu'il y avait un petit cube en verre à l'intérieur duquel il y avait un scorpion. Comme si on avait une vitrine où on exposait un corps qu'on pouvait regarder sous toutes les coutures. En plus, comme c'était chez le médecin, il y avait le côté anatomique de soi-même en slip devant son médecin et de ce scorpion dans cette boîte de verre qui finalement me fait écho maintenant. Et c'est un peu ça qui va se passer sur le plateau. C'est des figures, des questionnements autour de la masculinité qui vont être un petit peu mis en autopsie. Ouais. Je suis parti, mon point de départ, c'est en fait une définition grecque. Donc encore une fois, mais là c'est au-delà du mythe, c'est juste la sémiologie. Le mot grec pour la virilité, c'est andreia, et ça signifie, le courage, toutes les vertus viriles, puisque de toute façon pour eux l'homme était le modèle absolu. Hein. Et il se trouve quand même que ça reposait sur 3 axes qui aujourd'hui sont peut-être plus polémiques qu'à l'époque. C'était le premier. L'homme est esthétique, il est grand, dur, fort. Le deuxième, c'est l'homme a le désir de la mort, le désir de la trouver chez l'autre, tel le guerrier, et chez lui aussi, peut l'affronter. Selon les traductions, on trouvera plutôt la puissance sexuelle pour cet axe-là. Et finalement, l'acte de pénétrer, oui c'est vrai, dans les deux, très très forte. Et le troisième axe, c'est l'homme a la pudeur des sentiments. Une espèce de dignité comme ça, mais aussi finalement de renfermer sur soi comme ça. Voilà, ça c'est les 3 axes qui m'ont permis d'ouvrir la pièce sur 3 époques. Chaque époque incarne un de ces axes et chaque époque représente un grand-père, puis un fils,
puis le fils encore suivant. Et c'est une... L'idée de Salopard, c'est que c'est un peu comme le tableau de l'origine du monde qui a été plagié avec ce tableau qui s'appelle L'origine de la guerre. C'est un peu quel est le modèle masculin et surtout qu'est-ce qu'on pense quand on dit homme aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pense quand on dit tiens je vais faire un spectacle sur les hommes aujourd'hui. En fait on pense ça, on pense Salopard. On pense Salopard parce qu'il y a tellement une critique à faire. Et finalement c'est tellement aussi ça qu'on interroge tout le temps au théâtre, quoi. Quel est le modèle qu'on représente, quel est le modèle auquel on veut ressembler, en même temps quel est le modèle qui nous empêche complètement de voir autre chose. Et Salopard, c'est un peu Salopard de modèle, quoi. Salopard de modèle, à quoi est-ce que je veux ressembler et qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait de moi homme, un homme aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que j'aurais parfois envie de me sortir du cliché? J'aurais parfois envie, justement, peut-être de le retrouver pour me rassurer, je sais pas. Peut-être que... qui je suis par rapport à mon père aussi, et qu'est-ce que j'ai hérité des hommes? Sinon un modèle. Et ce modèle, est-ce que j'ai envie de le suivre ou est-ce que j'ai envie de m'en sortir? Mais ça, c'est des questions. Et puis en plus, qu'est-ce qu'on pioche à travers tout ça? Ouais, voilà, c'est la question qui est posée dans Salopard, qui a la même équipe que le diptyque Bacchante Narcisse. Et l'impression que le spectacle, de toute façon, ça c'est pas une impression, le spectacle est en train de se créer là actuellement. Et qu'en tant que spectateur, je pense que je vais avoir autant de questions et très peu de réponses en sortant de la pièce, et c'est une des forces des spectacles. Ça c'est souvent ce qu'on dit pour se sortir de toute situation un peu compliquée dans un interview de théâtreux. On dit ce spectacle il est surtout là pour poser des questions, pas trop pour les réponses. Moi quand même j'ai essayé un truc dans cette pièce, c'est de donner une piste possible, une porte d'entrée à l'étude des caractères masculins. Il y a au moins ça. Après, bien sûr, la question reste le principal plaisir du théâtre en plus. Bah ouais, quand on est ensemble à essayer de savoir, à essayer même de savoir ce qu'a été la question, c'est déjà pas mal aussi. Oui. En tout cas, étude du corps masculin. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes. Rendez-vous dans la salle de la Comédie et donc sur le parvis ici. Vous allez réintervenir là au cours de la saison? Alors, sur le parvis, ouais, il y a bien moyen. Il se trouve que là, en ce moment, on est en train de créer une petite forme qui s'appelle C'était caché. C'est une pièce que j'ai écrite aussi, inspirée de l'affaire Panama Papers. On va jouer dans des villages, dans des bibliothèques. Comme je le disais tout à l'heure, c'est des spectacles qui ont vocation à décloisonner un petit peu l'institution. Il se trouve que parfois, on vient répéter ici. Aussi, quand je viens avec les élèves de la Comédie, j'aime travailler ici. C'est possible qu'on se recroise là, c'est possible aussi qu'on se recroise au marché du Boulingrin, n'importe où, dans la rue, pourquoi pas. C'est jamais prévenu, mais nous on sort, on est là. On fait du bruit pour dire qu'on est là aussi, ça sert à rien d'être trop discret. Ouais. Voilà.